Bonjour à toutes et à tous. Je crois qu'on est live, il me semble bien. Démarré il y a 0 minute. Je vois qu'il y a quelques participants qui sont déjà présents avec nous. Merci d'être là sur cette première session de la Génie Academy. Bonjour à tout le monde. Bonjour Clément, bonjour Manon, bonjour Léa. Je vais vous dire un petit coucou dans le chat en attendant que les premiers euh, rejoignent cette session. Hop, super. Sachez que dans tous les cas, un replay sera envoyé. Donc, si vous ne pouvez pas être là jusqu'à la fin, sachez qu'un replay sera envoyé à la fin du webinaire. Donc, vous n'allez rien rater de tout ce qui va être dit. Et n'hésitez vraiment pas à poser des questions dans le chat. On va en sélectionner quelques-unes, bien sûr. Je vais avoir un œil sur le chat. Ça va aussi aider les personnes qui vont nous regarder lors du replay. Peut-être qu'eux-mêmes, quand ils vont regarder le replay, ils vont penser à des questions et peut-être vous allez les sauver en posant ces questions-là. Donc, n'hésitez pas. Voilà, si vous avez des idées qui passent dans votre tête, on va parler de plein de choses aujourd'hui. Des choses assez techniques, assez poussées, des concepts assez fondateurs sur le produit génie, mais pas que, hein, l'utilisation vraiment très globale d'outils qui sont alimentés par des LLM. Donc, c'est hyper important pour vous. Voilà, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Je serai là pour y répondre. Bonjour à Sarah et bonjour à Simon. On va commencer dans quelques minutes. Et n'hésitez pas non plus à me dire, j'ai malheureusement ce matin découvert qu'il y avait des travaux pas loin de chez moi. Je suis à Porto en ce moment et ça a construit énormément. Et donc, du coup, j'essaie de faire en sorte de parler fort pour camoufler un peu le bruit. Mais n'hésitez pas à me dire, j'essaierai de trouver une solution si jamais c'est trop embêtant. Et bonjour à Julie de nous rejoindre, c'est génial. On va commencer tranquillement cette petite session. C'est la première fois qu'on fait ce format-là. L'idée, si vous voulez, c'est qu'on a vraiment fait le virage très tôt sur des technologies assez disruptives, celles des LLM. Et si vous voulez, je pense que même nous, en interne, on a été aussi pris par cette vélocité-là, par cette rapidité justement d'exécution et de mise en production d'un nouveau produit nommé Génie. Et donc, du coup, on a aussi besoin, nous, de faire un peu le point, d'expliquer les concepts. Déjà, nous, en interne, déjà pour que tout le monde soit bien. Et cette session-là, d'ailleurs, que je vous présente aujourd'hui, on l'a fait déjà en interne pour la tester. Et ensuite aussi pour vous, pour comprendre vraiment voilà, où est-ce qu'on va, comment on peut utiliser ces outils-là, quels sont les tenants et les aboutissants. Et je pense que c'est hyper important que là, aujourd'hui, on parle du prompt engineering, c'est quelque chose qui est très sollicité en ce moment, on en parle énormément, c'est vraiment un sujet très tendance et on va essayer un peu de débunker tout ça et d'y voir très, très clair. Mais sachez qu'il y a plein d'autres sujets qui sont un petit peu des sujets satellites autour des grands modèles de langue, hein, on va le voir aujourd'hui. Et je pense que ça pourrait aussi donner voilà, l'occasion de d'autres sessions de la Génie Academy, hein, désolé pour le jeu de mots avec le double I. En tout cas, voilà, ça nous tenait vraiment à cœur pour nous, pour vous, et pour vraiment avoir une discussion super constructive et y voir un peu clair sur ces choses qui sont très nouvelles pour vous comme pour nous. Euh, pour lancer un petit peu ce Génie Academy, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Ulysse Botello, je suis product manager. Apparemment, je suis expert sur l'IA. Donc, si je pourrais vous aider sur cette partie-là, n'hésitez vraiment pas. D'ailleurs, si vous avez d'autres questions autour du sujet de l'intelligence artificielle, vraiment, n'hésitez pas pendant cette session ou même sur mon mail ulysse@talk.ai. J'essaie de répondre à tout ça. Mais mon but, moi, vraiment, chez Talk, c'est vraiment de faire en sorte de piloter la feuille de route de notre produit Talk AI et Genie et d'essayer d'y voir clair un petit peu dans tout ce qui se fait. Vraiment, il y a vraiment énormément de choses technologiquement qui sont possibles, mais il y a aussi des choses sur lesquelles qui sont un peu moins possibles. Donc, l'idée, c'est vraiment d'y voir un petit peu clair entre tout ce bruit et finalement trouver le signal dans tout ce bruit. Et c'est ça mon rôle dans Talk, et essayer voilà, de piloter ces deux beaux produits-là, faire en sorte de délivrer le maximum de valeur pour vous. Ce qu'on va voir aujourd'hui lors de cette première Génie Academy, déjà, c'est de reposer les bases. Qu'est-ce qu'un LLM, Large Language Model, donc un grand modèle de langage? L'idée, c'est vraiment de comprendre à quoi ça sert, ce que ça fait, pour comprendre vraiment un petit peu ce qu'il y a sous le capot, euh, pour que finalement, tout ce qu'on va parler, tous les sujets, tous les concepts qu'on va venir ajouter par-dessus, je parle notamment du prompt engineering, ben, vous allez vraiment comprendre finalement un peu voilà, la narrative première, la fonctionnalité première, et finalement, ça fera, je pense, beaucoup plus sens pour ajouter voilà, des compétences en plus. C'est vraiment les bases qu'on va poser pour pouvoir apprendre d'autres concepts. Comme je vous l'ai dit, on va vous apprendre ce que c'est qu'un prompt et surtout la discipline qui découle du prompt, qui s'appelle le prompt engineering, le fait d'améliorer et d'optimiser son prompt. On va déjà voir ce que c'est et surtout, bien sûr, je vais vous donner des conseils, des tips et tricks pour essayer de bien maîtriser ça et faire en sorte d'avoir le prompt parfait, en tout cas pour votre cas d'usage, le meilleur possible, le plus optimisé possible. Et ça, vous allez voir, il y a plein de petites astuces
et on va essayer de les voir une à une aujourd'hui. Et à la fin, on finira sur Genie. Nous, bien sûr, on utilise des modèles de langue, on utilise le prompt engineering aussi. Et je vais vous montrer un petit peu comment nous, finalement, on l'utilise, qu'est-ce qu'il y a sous le capot et comment vous allez pouvoir l'utiliser aussi à l'intérieur du produit, notamment avec la nouvelle fonctionnalité de Custom Prompt. On y va si vous le voulez bien, on attaque dans le dur avec qu'est-ce qu'un LLM. Donc, gardez en tête que quand je parlais de LLM, c'est une façon plus courte finalement et plus facile pour moi que de vous parler de Large Language Model ou grand modèle de langage. Finalement, c'est une forme d'IA, c'est une sous-discipline à l'intérieur de l'énorme discipline qui est l'intelligence artificielle ou même le machine learning, qui est finalement pensée, qui a été développée pour comprendre et générer du langage humain. Donc, on est plutôt dans la branche de l'IA générative. On parle souvent, vous allez voir, on parle d'IA générative. Le but, c'est pas de classifier. Le but, c'est vraiment de pouvoir générer du texte. Donc, vous générez mot après mot des phrases, des paragraphes, des textes entiers. C'est vraiment finalement la tâche qu'on va lui demander. C'est ce pourquoi elle a été développée. Donc, c'est vraiment un outil, c'est vraiment un moteur. Hein. C'est quelque chose qui a été créé pour cette tâche-là, finalement, dans cet objectif-là. On va dire qu'il est grand, hein, large, le premier L, c'est pour large. Il est grand, pourquoi? Parce que par rapport à des méthodes d'IA qui ont été développées il y a plusieurs années, je pense il y a 5 ou 10 ans, on pouvait faire déjà du génératif, mais là, l'échelle, si vous voulez, sur le montant de texte sur lequel ce modèle-là a été entraîné est énorme. On parle vraiment de trillions de tokens. Des tokens, on peut dire que c'est des morceaux de mots. Vous voyez, l'idée, c'est qu'on a vraiment énormément de pages qui peuvent être des pages web publiques. Donc, on pense forcément à des Wikipédia, à des livres qui sont tombés dans le domaine public. On peut penser aussi à du code. Hein. On ne va pas parler que du texte écrit, mais aussi du code, qui est une matière écrite. Hein. On reste dans la même discipline, mais qui sert à faire autre chose et qui va aussi enrichir finalement la partie plus réflexion du modèle. Parce que finalement, si on apprend que du texte, on peut aussi avoir besoin notamment de cette partie très analytique et très raisonnement que peut induire dans le code qui est écrit. Donc, on sait qu'un LLM peut être aussi entraîné sur du code. Et si vous voulez, vraiment, ça va venir couvrir énormément de ressources web, notamment, qui sont libres de droit ou pas. D'ailleurs, il y a un sujet par rapport à ça. Mais en tout cas, voilà, il a été entraîné sur énormément de textes différents. Et si vous voulez, cette base de connaissances, donc ce texte qui a été appris dans l'algorithme du LLM, son but, ça va être de comprendre et de produire du texte comme un humain. Alors, comme un humain, c'est un peu une image. Lui, il a rien d'humain, hein, c'est vraiment un outil à part entière. Mais si vous voulez, c'est qu'il a appris de tellement de textes qui eux-mêmes ont été générés par des humains qu'il peut généraliser finalement et il peut finalement se comporter comme un humain pourrait se comporter lorsqu'il rédige, bien sûr, et qu'il génère du texte. Et c'est pour ça que c'est hyper important que l'image que vous devriez, je pense, associer au LLM, c'est ce qu'on voit juste à côté. C'est du coup ce que les Américains appellent le perroquet hasardeux. En fait, vous allez voir qu'on va vraiment rentrer dans comment ça marche vraiment dans la génération même. Vous allez vous rendre compte que finalement, c'est rien de plus qu'un perroquet hasardeux. Pourquoi? Parce qu'il va venir répéter du texte appris. Alors, énormément de texte, en effet, il a vu énormément de choses, mais qu'il a appris plus ou moins par cœur et de façon assez hasardeuse. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas sur un modèle déterministique. On ne peut pas prédire finalement nous-mêmes, quand on pose une question sur un outil qui est alimenté par le LM, on ne peut pas prédire au mot près qu'est-ce qu'il va nous dire. Mais vu que c'est basé sur des probabilités, donc déterministiques, probabilistiques, vous voyez, on est basé sur des probabilités. L'idée, c'est que du coup, il va assigner des probabilités sur chacun des mots. On va le voir juste un petit peu après. Et finalement, il va venir avancer comme ça dans sa phrase. Et surtout dans l'idée, c'est que du coup, encore une fois, on n'a pas de maîtrise concrète et totale sur la génération qu'il va pouvoir nous faire. Les LLM sont utilisés bien sûr dans des outils comme ChatGPT. Je pense que vous avez tous plus ou moins soit entendu parler de l'outil, soit sinon vous l'avez carrément utilisé. ChatGPT, c'est rien de plus qu'une fenêtre de chat avec un LLM qui, du coup, génère la mémoire pour pouvoir vraiment simuler, vous voyez, des échanges, des questions-réponses, tout en gardant, bien sûr, le contexte de la discussion. Et encore une fois, derrière, voilà, on a ce LLM qui vient générer ce texte, les réponses de ChatGPT. Talk AI, d'ailleurs, assez tôt, il y a un an, on commençait déjà avec des fonctionnalités avec des LLM. On le faisait notamment sur le fait de créer de la donnée de synthèse, pour notamment créer des paraphrases, pour accélérer la partie entraînement de méthodes d'ailleurs d'IA un peu plus déterministiques, un peu plus cadrées. Et Genie, bien sûr, c'est le cœur bien sûr de Genie, les LLM, qu'on utilise finalement pas que pour la génération de langage, et surtout on l'augmente d'autres fonctionnalités qui permettent vraiment de cadrer
et de dompter finalement ce côté un peu hasardeux. On va essayer de dompter, d'apprivoiser finalement ce perroquet hasardeux. Si je rentre vraiment dans un exemple très précis, si je demande à un LLM comment faire une tarte aux pommes, ce qu'il faut que vous compreniez par rapport à ça, c'est que déjà, on va lui faire une première requête. D'ailleurs, on appelle ça un prompt, on en parlera un petit peu après. Mais pour pouvoir générer la réponse, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va passer lui en revue tout ce qu'il a accumulé lors de son apprentissage. Ça va être, je vous ai dit, ça va être des milliards et des milliards de textes différents, de sources différentes qui peuvent varier en termes de sources. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va générer une réponse en associant du coup ces mots, ces concepts qui sont du coup fréquemment utilisés. Donc, c'est-à-dire que lui, il en a vu des recettes de tarte aux pommes. Il en a vu dans toutes les langues, il en a vu sous toutes les formes, avec des façons différentes de faire. Et si vous voulez, il va se lancer dans cette réponse. Donc là, par exemple, on voit qu'il va se lancer parce que souvent, il a vu que suite à du coup comment faire une tarte, du coup la suite c'est pour 4 personnes, 2 points, 500 grammes et vous avez le nombre d'ingrédients. L'idée c'est quoi? C'est que lui, il va avancer mot par mot avec un système de probabilité où finalement, il va faire en sorte de se dire que après ce mot-là, c'est quoi le prochain mot le plus probable? Et il va avancer comme ça de mot en mot jusqu'au moment où il va devoir s'arrêter parce qu'il pense qu'il a fait le tour finalement de la question et qu'il a répondu finalement à la question. Donc ça, c'est hyper important. C'est de se dire que finalement, c'est quelque chose qui est très itératif, qui est forcément très probabilistique, donc c'est très basé sur les probabilités. Et donc du coup, il faut comprendre que finalement, le modèle, lui, il comprend pas les infos qu'il détient. Il avance de mot en mot et il construit finalement une phrase qui, pour lui, dans les informations qu'il a apprises et dans les probabilités qu'il a pu voir du coup dans la construction de la phrase, ça fait sens. Ça fait sens par rapport, encore une fois, au texte qu'il a appris. Donc lui, son but, voilà, c'est de se contenter de détecter les motifs et de les reproduire. Parce qu'encore une fois, je vous ai dit, il sait qu'après tarte aux pommes, on a 4 personnes, vous voyez, pour 4 personnes, 500 grammes, et il avance comme ça. Mais en soi, il ne sait pas ce que c'est qu'une tarte aux pommes. Alors, je pourrais lui demander qu'est-ce qu'une tarte aux pommes. Encore une fois, il va venir me construire une réponse, mais c'est pas comme un humain, on a conscience, on a vraiment, on parle vraiment de conscience, c'est ça, hein, c'est que je sais comment la cuisiner, je sais qu'elle va au four, etc. Je sais quel goût elle a. Lui, son but, c'est vraiment de prendre une question, prendre une consigne et d'avancer une réponse mot par mot. Il n'a pas, si vous voulez, la connaissance globale et la conscience globale de ce qu'il dit. Et d'ailleurs, je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose. Moi, en tout cas, quand on parle de ça, ça me rappelle vachement finalement l'expérience que je peux avoir sur mon clavier d'iPhone, ou même déjà il y a très très longtemps, on avait déjà des modes, ce qu'on appelait les modes prédictifs. Et en fait, alors je dis pas qu'ils utilisaient des LLM, ce genre de choses, mais si vous voulez, l'idée est la même. C'est que quand vous étiez sur votre clavier de téléphone, même il y a peut-être, je pense, 5, 10 ans, même peut-être plus que ça d'ailleurs, euh, quand vous tapiez un premier mot, on pouvait vous proposer les prochains mots. Là, c'était un peu l'idée. Alors, c'était pas encore une fois alimenté par un énorme modèle de langue et très performant, qui est un peu l'espèce de rocket ship, vous voyez, la fusée, le truc super puissant pour faire plein de choses. Mais déjà, en fait, sur un set de textes limité, il pouvait déjà associer des prédictions finalement sur les mots prochains. Et il peut aussi d'ailleurs apprendre de vos finalement préférences à vous, ou peut-être qu'après un mot, souvent un autre mot après, salut, il y a peut-être un ça va qui arrive, parce qu'il a appris que souvent, c'était du coup ce pattern-là, ce motif-là qui était répété. Donc finalement, vraiment dans l'idée même des LLM, on a vraiment cette idée de prédictif, séquencé mot après mot, qu'on pouvait retrouver de façon très simple. Et d'ailleurs, ça marchait pas très bien à l'époque sur des claviers d'iPhone avec un mode prédictif. Du coup, ce que vous devez garder en tête, c'est qu'un grand modèle de langage, c'est vraiment un moteur de prédiction. Donc, il va suivre une séquence de mots, encore une fois, en avançant par rapport à la probabilité, finalement, la suite la plus probable, finalement, de mots. Et ça, finalement, il va le faire jusqu'à ce que, finalement, le processus arrive à ce qu'on appelle un critère d'arrêt, où finalement, il dit, voilà, je pense que j'ai fait le tour, je m'arrête là. Et là, du coup, il peut arrêter sa réponse et nous l'envoyer. Ou sinon, nous l'envoyer au fur et à mesure, comme on peut l'avoir sur Genie, notamment. Le dernier concept, la dernière idée que j'aimerais vous transmettre, c'est que si on prend juste un modèle de langue qui fait juste que de la prédiction et de la génération de langage, comme d'ailleurs ce qu'on peut avoir sur un chat GPT, c'est que quand on va parler d'hallucination, le fait que le modèle va nous donner une réponse, mais les faits qui sont du coup dits à l'intérieur de cette réponse sont faux, il a complètement inventé finalement une réponse, finalement, pour un modèle en lui-même, si je prends que le modèle, c'est une fonctionnalité, c'est pas un bug. Si vous voulez, ChatGPT, son but, c'est de chatter. C'est dans le monde d'ailleurs. C'est de discuter, d'avoir une discussion la plus naturelle possible. Et ça marche super bien et c'est génial. Si vous voulez générer encore une fois un cocktail qui n'a jamais existé,
c'est génial. C'est-à-dire que là, le modèle va halluciner une réponse, il va vous donner quelque chose de très créatif. Et ça, c'est une fonctionnalité pour eux. C'est quelque chose qu'ils mettent en avant, c'est très important. Par contre, ils n'oublient pas que ça peut avoir certaines limites. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils mettent des disclaimers en disant, voilà, c'est quelque chose de très expérimental. Et pour eux, vraiment, encore une fois, l'hallucination, ça fait partie du coup du jeu, on va dire. Ils mettent des disclaimers, mais c'est partie du jeu. Et c'est pas un bug. Pour nous, en tant que génie, le but, c'est d'avoir un outil qui est productif, qui va vraiment être utilisé par une entreprise. Et donc, pour nous, l'hallucination, c'est un bug. On ne peut pas se permettre, si vous voulez, d'être créatif dans ce qu'on va inventer. On ne peut pas inventer des faits. On doit, du coup, finalement, se scoper, se limiter à la connaissance qu'on va lui donner. Et donc, du coup, il y a vraiment deux routes, il y a vraiment deux archétypes, on va dire, de produits. On a des produits où finalement l'hallucination va être une fonctionnalité, elle va être mise en avant. On va pouvoir faire des choses qui sont très cool. Alors, ça donne de très belles démos, hein, d'ailleurs. Et après, on a aussi des produits comme Genie où l'hallucination va être un bug parce que pour nous, c'est absolument impossible qu'on laisse un modèle inventer comme ça des faits et faire en sorte de donner des informations qui sont fausses. Donc, gardez bien en tête que les hallucinations, c'est un concept qu'on vous allez beaucoup entendre parler, je pense, dans les prochaines semaines, les prochains mois, peut-être même les prochaines années, tant qu'on ne résoudra pas finalement ce problème-là pour tout le monde. Nous, on le craque du coup chez Genie, mais ce n'est pas le cas du coup de tout le monde. Et encore une fois, c'est pour ça que je vous disais qu'on utilise des LLM, mais pas que, pour faire en sorte d'apprivoiser, de faire en sorte de maîtriser un petit peu ce perroquet hasardeux. Et sachez qu'en tout cas, voilà, il y a des gens pour lesquels l'illustration est une feature, pour d'autres, c'est un bug. Du coup, qu'est-ce qu'un prompt? Alors, déjà, la réponse la plus facile par rapport à ça, bah, qu'est-ce qu'un prompt? C'est exactement l'exemple de tout à l'heure, c'est comment faire une tarte aux pommes. Un prompt, si vous voulez, c'est une question, c'est une instruction qu'on va venir donner au modèle de langue pour lui dire finalement sur quoi il doit se concentrer, quelle tâche finalement on veut qu'il fasse. Vous l'avez compris, le modèle a été entraîné sur énormément de textes différents. Ça va être vraiment de choses très précises, comme des choses très larges, ça peut être des blog posts, ça peut être des recettes, je vous ai dit, ça peut être peu importe. Il peut y avoir énormément de choses. Et si vous voulez, ça donne un modèle qui est très généraliste. Lui, il peut générer tout ce qu'il veut. Donc, si vous voulez vraiment faire en sorte qu'il aille dans la direction que vous voulez, du coup, là où vous voulez aller finalement, bah, c'est hyper important d'avoir un prompt, de pouvoir avoir finalement une phrase qui va lancer finalement la réflexion du LLM, qui va lancer finalement, vous voyez, cette suite de mots et cette suite de probabilités pour ensuite avoir une réponse. Et donc, c'est vraiment comme ça qu'un LLM fonctionne. Il fonctionne en réagissant au prompt qu'on va lui envoyer. Et finalement, s'il n'y a pas de prompt, bah, finalement, il n'y a pas de point de départ pour générer une réponse. Comme je vous ai dit, c'est un modèle qui est généraliste, qui a été entraîné sur beaucoup de choses. Et s'il n'a pas ce point de départ, comme je dis là, c'est un peu comme si on demandait à quelqu'un de nous raconter une histoire, mais sans demander, enfin, sans donner, par exemple, un sujet ou un thème. C'est que c'est très, très large et ça va un peu dans tous les sens. Donc, si vous voulez, vraiment pour lancer cet acte de génération, le fait encore une fois, de générer la réponse, bah, il faut la lancer avec ce qu'on appelle un prompt. Et comme je vous voyais d'ailleurs sur le schéma à côté, le prompt va lancer le LM qui va du coup nous donner l'output, du coup la réponse. J'ai un exemple qui est assez sympa, c'est que imaginez, vous dites à un modèle de langue, le ciel est. Alors lui, du coup, il va faire son job, hein. Il va y aller, il va, encore une fois, comme je dis, il va avancer. Le ciel est bleu, part en clair, part en jeu, il part un peu dans tous les sens. Par contre, si je lui dis avant de lui dire le ciel est, je lui dis complète la phrase, deux points, le ciel est, on va avoir quelque chose de beaucoup plus concis. La tâche est définie, elle est très claire. On veut juste compléter la phrase. On ne veut pas qu'il parte dans tous les sens. Donc, on attend une seule phrase et on attend juste les prochains mots jusqu'au point. Et donc, du coup, là, il va nous dire si beau aujourd'hui. Et donc, si vous voulez, on est vraiment déjà finalement un petit peu dans ce qu'on va appeler le prompt engineering, qui est le fait de se poser la question de qu'est-ce que j'attends d'un modèle de langue? Qu'est-ce que je veux qu'il fasse finalement? Est-ce que je suis assez clair? Vous n'êtes pas sans savoir que le langage, c'est quelque chose où il y a énormément d'implicites, de code, de choses qui passent par même des fois des choses qui sont non verbales quand on parle comme ça à l'oral. Et je pense que du coup, c'est aussi ça un petit peu la faiblesse des modèles de langue. C'est pas tant le modèle en lui-même, c'est la façon de nous, en tant qu'humains, de se poser la question de comment je communique à travers une technologie qui finalement ne comprend pas tout de ce que je veux lui dire parce que, comme je vous dis, quand je donne un concept, un mot, une phrase, est-ce qu'elle est assez complète? Est-ce que j'ai donné assez d'informations? Est-ce que si quelqu'un finalement qui ne connaît rien à mon cas d'usage, à mon métier, si je lui dis ça, est-ce qu'il comprendrait quelque chose? Et se poser constamment cette question de finalement, est-ce que ma consigne est assez claire, est assez complète? C'est quelque chose finalement que le LM nous demande à faire au jour le jour. Et là, vous voyez, finalement, quand je vous montrais ce avant-après, comme je vous dis, on est déjà un petit peu dans le prompt engineering, on est déjà dans le fait de conscientiser le fait d'améliorer
sa consigne afin d'avoir un résultat, un output euh, qui correspond plus à, finalement à vos désirs, à ce que vous voulez vraiment faire avec ce LLM. Et le prompt engineering, c'est vraiment ça. C'est vraiment l'art. Alors, c'est assez intéressant, c'est que engineering, on pourrait se dire, ah, c'est une science, on va être dans quelque chose de très, très technique. Et en fait, pas du tout. On se rend compte que nous, en tout cas, à force d'être dedans, on se rend compte que c'est plutôt un art qu'une science. Parce que finalement, encore une fois, vu qu'on est sur des modèles qui sont basés sur des probabilités, on ne peut pas 100% finalement garantir l'output par rapport à un prompt donné ou par rapport à des modifications qu'on va faire. Donc, il y a quand même encore un petit peu, encore une fois, dans l'état de l'art des LLM d'aujourd'hui, il y a encore un petit peu un art finalement. Il y a aussi un petit peu des fois de chance. Des fois, il y a des personnes qui ont un prompt qui marche très bien par rapport à ce qu'ils veulent faire. Et du coup, on apprend de ça. Mais vous voyez, si vous voulez, je vais vous donner des bonnes pratiques. Mais encore une fois, ça reste un art, c'est presque un sport. Il faut le pratiquer, il faut le mettre en œuvre pour faire en sorte, vous aussi, finalement, de faire en sorte d'avoir vos bonnes pratiques à vous. En tout cas, le prompt engineering, vous l'avez compris, c'est l'art d'écrire des instructions afin d'orienter finalement le modèle dans ce que l'on désire faire. Et pour ça, du coup, il n'y a pas mieux que d'être plus précis, d'être plus clair sur les instructions qu'on va donner. Donc l'instruction, donc le prompt qu'on va donner. Et finalement, c'est comme si on devait faire de l'éducation à travers pour un chien. Bah, encore une fois, si on veut qu'il fasse une action précise, on parle peut-être pas le même langage. Hein, le LLM parle un langage qui n'est pas le nôtre. Pour qu'on comprenne, il faut qu'on lui demande avec un mot clair et précis. Bah là, c'est pareil. Le modèle, il faut qu'on lui donne une manière claire et précise afin qu'il nous donne la réponse que l'on veut. Et là, il y a vraiment un changement de paradigme qui est assez important. Pourquoi? Parce qu'on était habitué à finalement interagir avec des machines avec du code. Et finalement, interagir avec des machines avec du code, c'est quoi? C'est finalement lui donner des instructions codifiées de ce que le programme, ce que l'ordinateur, ce que la tech doit faire. Et là, finalement, on rentre dans quelque chose de complètement différent. C'est qu'on rentre dans un dialogue où plutôt on va dire que ce qu'il ne peut pas faire, ou en tout cas mettre des contours, mettre des contraintes. Et finalement, le LLM, lui, il va être créatif dans ces contraintes-là. Donc, il fera, entre guillemets, tout ce que vous ne lui avez pas interdit de faire. Et je pense que c'est hyper important de se mettre un petit peu dans ce côté yin et yang, ce côté, voilà, le positif et négatif. Le fait de se dire que au lieu de tout restreindre et qu'il suive à la lettre, lui, il ne le fera pas. Il n'est pas déterministique, il est basé sur les probabilités. Donc, il est par définition très créatif. Par contre, il faut du coup lui donner les contraintes et que dans ces contraintes-là, il puisse du coup être créatif dans l'idée de générer du texte, en tout cas le texte qu'on attend de lui. Et avec un exemple, vous allez voir que c'est un peu plus clair. Là, j'ai pris un exemple sur de la génération d'images. Sachez que c'est des modèles qui sont un peu différents, mais dans l'idée, ça reste de l'IA générative. Et on a aussi, pour de la génération d'images, un prompt et un résultat. Donc, c'était une façon pour moi plus simple de vous illustrer, parce que vous allez voir, c'est beaucoup plus parlant, je l'espère. Le modèle, c'est DALI, c'est un modèle d'OpenAI d'ailleurs, si vous connaissez. Et donc, du coup, si on demande à DALI de nous générer une image d'un chien. Voici les 4 premiers exemples qu'il nous donne. Alors c'est génial. Euh, il a fait le job, il a compris notre demande. On a des images de chiens, trop cool, job's done. Et d'ailleurs c'est souvent le cas, hein, même avec Genie. Hein. Souvent on se rend compte que si la demande est très pauvre, bah oui on a un premier résultat, le job est fait. Mais là on pourrait se dire ah mais en fait je m'attendais pas à ça, en fait j'en voulais un peu plus. Le problème c'est que je l'ai pas dit, je l'ai pas matérialisé, je l'ai pas verbalisé finalement dans mon compte. Alors que si finalement je mets un prompt beaucoup plus complexe, avec dans l'idée beaucoup plus complet, beaucoup plus précis. Vous voyez, je veux une image photoréalistique. Donc là, on parle du style de l'image. On veut pas qu'un chien. On veut un corgi trop cute qui sourit. Trop cool. En plus, on veut qu'il soit vêtu d'un pull bleu. On veut aussi donner des éléments sur l'angle. Vous voyez, vraiment sur la composition de l'image, le fait qu'il y ait une fenêtre, la daylight, vous voyez, vraiment la lumière, on est très, 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 très précis. Et là, du coup, comme par hasard, ça marche. On a un résultat qui colle plus finalement à notre demande. Et ça montre qu'il y a un lien direct entre finalement le fait d'avoir des consignes claires et précises et un output qui finalement sera beaucoup plus personnalisé, qui sera beaucoup plus en phase avec ce que vous allez attendre, du coup, vous, dans votre tête, du résultat que vous attendez du modèle. Et donc là, encore une fois, ça va être vraiment, si vous voulez, le conseil central hein, par rapport à, vous allez voir, il y a plein de petites techniques, mais le conseil central, c'est que vous l'avez compris, le premier enseignement, c'est plus on est complet, plus on est précis, plus on n'hésite pas à en faire un peu plus que ce qu'on aurait pu faire si on parlait à un humain.
ou peut-être que quand on parle entre personnes, le fait que peut-être vous fassiez le même métier, que vous ayez la même éducation, ce genre de choses, vous comprenez sur des termes, vous avez besoin d'en dire moins pour en faire plus, ou en tout cas pour coller plus à au résultat. La machine, elle n'a pas ce niveau-là. Elle est très généraliste. On va dire qu'elle est bonne dans tout. Elle n'est peut-être pas excellente en quelque chose, mais en tout cas, vous voyez, elle couvre énormément de cas d'usage. Elle peut faire énormément de choses. Et donc, du coup, vous devez peut-être en surfaire, vous voyez, être encore plus précis, mettre énormément d'informations que peut-être vous vous dites, bon, c'est peut-être anecdotique. Peut-être pas. Peut-être que par rapport à l'output que vous allez avoir, peut-être que ça va avoir un impact. Donc, finalement, ce qui peut être minime, anecdotique pour vous, et peut-être une consigne qui va apporter énorme valeur dans l'output. Et donc, ça vous montre qu'il faut être très complet et très clair. Et deux, ça vous montre aussi que c'est une activité, d'où le côté art. C'est une activité itérative, dans l'idée où, à un moment donné, il n'y a rien de mieux que de faire la consigne, de faire le prompt et de voir le résultat, de le faire et de le tester. C'est très itératif. Et je pense que ça peut être hyper important parce que vous allez aussi apprendre énormément de choses, du coup, aussi sur votre façon de communiquer et sur la façon, nous aussi, finalement, comment on peut apprivoiser et utiliser les LLM. Donc, vous l'avez compris, il nous faut un prompt complet, clair, et ça peut être assez dur parce que, du coup, quand on est face à son clavier et qu'on doit composer un prompt, soit pour donner des consignes à son génie, soit parce que vous devez aider quelqu'un, je sais pas moi, on avait l'exemple il y a quelques jours d'écrire une lettre de motivation, du coup, vous voyez, il faut quand même lancer un petit peu voilà, la discussion avec ChatGPT, où il faut finalement bien briefer Génie pour qu'il puisse finalement être vachement aligné avec les objectifs et les exigences que vous avez de votre génie. Et dans les deux cas, du coup, vous devez écrire un bon prompt. Et vu que c'est compliqué et que ça demande vraiment voilà, de faire face un peu au syndrome de la page blanche, on vous aide avec ça. On a un framework qui est le ACE. A pour approche, C pour consigne, E pour exigence. Et si vous voulez, c'est un framework, c'est vraiment un modèle qui vous permet vraiment de passer en revue tout ce dont finalement un modèle aurait besoin pour avoir la vision la plus claire et la plus complète de ce qu'il doit faire et dans quel environnement finalement. Donc, vous voyez, quand je vous parlais vraiment de contours, c'est vraiment ça. Il faut l'imaginer vraiment comme ça. C'est lui dessiner les contours pour que lui, à l'intérieur de ses contours, il puisse du coup être créatif, mais encore une fois, dans les contours qu'on lui a fixés. L'approche, ça va vraiment être une partie sur laquelle on va vous demander d'en dire un peu sur finalement qui vous êtes, pour lui donner encore une fois un point de départ et pour savoir finalement à qui il parle. Le deuxième point, c'est la consigne, qui lui-même il doit être, quel rôle il doit jouer, quels sont les tenants, les aboutissants, qu'est-ce qu'on va lui donner, qu'est-ce qu'on attend de lui en sortie. Et les exigences, ça va plutôt être autour de l'environnement et on va dire finalement sur des choses qui vont plutôt être sur des façons un petit peu de le limiter, de le contrôler, de le modérer un petit peu dans sa créativité. Vous allez le voir, c'est de façon très simple finalement de lui donner des consignes supplémentaires. Un peu d'ailleurs comme si vous devez prendre une personne nouvelle dans votre équipe qui connaît rien au métier. L'idée, c'est vraiment de dire, voilà, je fais tel rôle, j'attends de toi que tu fasses tel rôle, et voici finalement un petit peu, voilà, encore une fois, les exigences, les tenants aboutissants du job, qu'est-ce qu'on attend finalement de lui. Pour l'approche, ce qui va être hyper important, c'est de se poser la question dès le début, de finalement de visualiser le résultat à souhaiter. Reprenez un petit peu, si vous voulez, les corgis, hein, les chiens. Oui, en effet, si je voulais juste une image d'un chien, le premier exemple était parfait, j'ai eu quelque chose. Mais si dans ma tête, j'avais un exemple beaucoup plus précis, si j'attendais d'avoir un chien qui aurait pu, je sais pas, servir de mascotte pour Jenny, avec du coup des grands yeux, style Pixar ou je ne sais quoi, vous voyez, finalement, l'approche est complètement différente et le résultat que je souhaite est complètement différent. Donc, posez-vous déjà la question, finalement, avant même d'écrire le premier mot, de finalement, qu'est-ce que j'attends en output. Ensuite, c'est à vous de vous présenter, d'expliciter votre rôle, les tenants aboutissants. Donc, en fait, l'idée, c'est quoi? C'est de se présenter soi-même. Vous allez avoir un petit exemple après. Et se poser la question de, si je me présente comme ça, est-ce que finalement, est-ce qu'il a toutes les clés en main? Est-ce qu'il a bien compris finalement qui j'étais? Qu'est-ce que j'attends? Quel est mon rôle, tout simplement? Avant de passer à la consigne, qui est la même chose, mais un peu en miroir, où finalement, on va lui donner un rôle à lui-même. Ça, c'est une bonne pratique qui est hyper intéressante. C'est que finalement, on pourrait faire un prompt de 5000 lignes où on explique finalement qu'est-ce que c'est que d'être un bon vendeur, finalement. Mais le truc, c'est que c'est pas très efficient. C'est-à-dire que le prompt va être très, très grand et peut-être qu'il va du coup perdre des informations. C'est peut-être pas très intéressant pour lui. Alors que si on s'appuie sur le fait que lui-même, en tant que modèle de langue, il a appris ce que c'était qu'être un vendeur et en plus un bon vendeur, peut-être que justement le fait de lui dire
le côté un petit peu, vous savez, roleplay, le fait vraiment de lui donner un rôle et qu'il prenne vraiment ce rôle-là, bah, le fait de lui dire, je veux que tu sois un vendeur expert qui a 20 ans d'expérience dans tel domaine, bah, en fait, lui, ça va vachement l'aider. Et si vous voulez, c'est un peu un raccourci pour éviter de lui en expliquer trop dans les consignes et dans les exigences. Vous voyez. Donc, le rôle, c'est hyper important. Et en fait, en quelques mots, finalement, ça en dit beaucoup sur ce qu'on attend de lui. Et ensuite, ce qui est hyper important, c'est donc d'orienter l'action souhaitée. Et là, du coup, c'est vraiment lui dire, je vais te donner en input, je vais te donner ça, une question, je vais te donner un texte, je vais te donner du code, peu importe. Et je veux en output, donc en sortie, je veux que tu me fasses un résumé. Je veux que tu réponds à ces questions en t'appuyant sur ça. Je veux que tu me génères tel code. Vous voyez, dans l'idée, c'est vraiment ce côté input-output qui va être hyper important. Vraiment lui expliciter sur quelles sont les informations qu'il va avoir en entrée et vraiment donner énormément de contexte par rapport à ça. Et surtout, lui en dire énormément sur ce qu'on attend de lui sur l'output, donc la génération enfin, la génération du langage. Et à la fin, c'est un peu la partie libre, c'est les exigences. Et là, du coup, l'idée, c'est vraiment de se dire, est-ce que finalement, il n'y a pas des choses en plus, notamment sur le tone of voice, sur peut-être des mots à utiliser ou à ne pas utiliser, peut-être des thèmes à éviter, ce genre de choses. Vous voyez, c'est des choses supplémentaires qui vont permettre du coup d'aller un peu plus loin et qui rentrent aussi d'ailleurs dans les exigences, c'est du coup les exemples de réponses. Et donc là, on va le voir aussi dans les petits conseils que je vais vous donner là dans les prochaines minutes, c'est que ça peut être hyper important pour boucler encore une fois avec les consignes, de lui donner carrément des exemples de bah, regarde, si moi, en tout cas, en tant qu'humain, j'avais tel input, donc le même que ce qu'on lui a demandé, j'aurais fait tel output, donc telle génération. Et finalement, le fait de donner des exemples aussi, c'est aussi une très très belle façon de dire finalement beaucoup de choses en très peu de temps. Vous voyez quand même que c'est aussi encore une fois un troisième point hyper important. Je vous ai parlé notamment de la partie où il fallait être complet et clair, je vous ai parlé du côté itératif. Et il y a quand même un côté dans l'optimisation, dans le fait de faire quelque chose le plus concis possible. Pourquoi? Parce que les LLM ont une mémoire limitée. Et donc, du coup, il y a un peu un trade-off, il y a un compromis à avoir dans le fait d'être très complet et très clair, ce qui demande du coup beaucoup de texte, de place, vous voyez, mais en même temps être très concis parce qu'on va avoir besoin de cette mémoire-là pour notamment générer les réponses et les prochains échanges. Je ne vais pas rentrer trop en détail là-dedans, mais garde en tête que dans le prompt engineering, il y a aussi le fait de condenser, d'être très concis pour qu'il garde bien tout en tête dans sa mémoire. Je vous donne un exemple ici. Alors, encore une fois, vous aurez le replay, donc vous aurez tout le temps de récupérer ce texte-là. Mais ça vous donne en quelques mots. Et ça vous donne aussi un petit peu le format, à quoi ça ressemble finalement un prompt, on va dire, optimisé. Je pense que c'est hyper important que vous ayez aussi avoir cette image-là en tête. Donc, l'approche, on parle de nous, on parle de ce qu'on souhaite faire nous-mêmes, quel est notre objectif. Et puis ensuite, on fait la même chose en miroir. Tu es un expert en relation client depuis 20 ans. On en met des tonnes. Vous voyez, par exemple, depuis 20 ans, c'est un peu redondant. C'est ce côté un peu, tu es un expert en relation client depuis 20 ans, on a l'impression que c'est trop. Et ben nous, on a fait des tests et on voit que le fait de dire 20 ans, ça apporte du coup des résultats. Alors encore une fois, c'est pas le jour et la nuit, mais c'est toujours encore une fois, c'est toujours ces éléments mis bout à bout fait qu'on a des améliorations incrémentales et qu'on a finalement au bout des meilleurs résultats. Donc gardez en tête que voilà, il faut tester. Il n'y a jamais de choses qui sont de trop. Il faut juste l'essayer. Votre mission, tu devras me fournir 5 stratégies créatives. Voici les règles. On essaie de mettre des règles avec des bullet points. Et ensuite, on peut très bien aussi donner un exemple de stratégie pour être très clair sur finalement ce qu'on va attendre de lui. J'espère que c'est clair. On a passé pas mal de choses. Je crois que j'ai pas mal de petites choses après sur des petits conseils très précis à mettre en place. J'espère que je peux aller trop vite là-dessus. Je vois qu'il y a plein de questions là-dedans. Je ne sais pas si on m'en a remonté quelques-unes qui étaient intéressantes. Je vais peut-être en prendre quelques-unes avant d'enchaîner. Ça pourrait être hyper intéressant. Julien qui nous parle du coup du fine-tuning ou du paramétrage de prompt. Alors, le fine-tuning, c'est hyper intéressant. Tu as raison, Julien. D'ailleurs, ça vient de sortir très récemment sur des modèles type GPT. Le fine-tuning, c'est génial pour notamment modifier le ton du LLM. Si tu veux, le fine-tuning, pour nous en tout cas, notre vision du fine-tuning, c'est le fait de faire en sorte de tirer les réponses avec un certain tone of voice. Par exemple, si je fine-tune un modèle sur des centaines d'emails, par exemple, il va plus souvent me générer un texte qui a la forme d'un email.
mon point, c'est que nous qui essayons de faire en sorte d'être beaucoup plus factuels dans nos réponses, de vraiment faire en sorte de ne pas avoir d'hallucinations, on a besoin du coup, enfin on a moins besoin, on va dire, de fine-tuning, on a plutôt besoin de ce qu'on appelle le retrieval, qui est le fait d'augmenter le prompt avec du contexte. Et on a de meilleurs résultats. Donc le fine-tuning pour nous, c'est intéressant, mais si tu veux, si on doit prioriser le fond et la forme, bon, bah, je préfère travailler encore aujourd'hui avec la maturité des LM sur le fond que sur la forme finalement, que là où on trouve que le fine-tuning finalement apporte plus de valeur. Donc on y vient, on va y venir. C'est juste une question de priorisation. Mais pour l'instant, en effet, on va plutôt partir sur le prompt avec tout ce qu'on a à l'intérieur. Et d'ailleurs, à la fin du webinaire, je vous montrerai un petit peu ce qu'il y a sous le capot de Génie pour que vous compreniez que finalement, avec tout ce qu'on met en place, et c'est qu'une partie de l'iceberg, bah, finalement, le fine-tuning reste un peu moins intéressant. Je reprends peut-être un petit peu au-dessus et je vois que génial que Mathieu en plus a répondu à quelques questions. Merci énormément. Pouvez-vous intégrer des données externes confidentielles dans vos modèles? Alors, c'est hyper intéressant, justement, Julien, cette question. On n'intègre pas directement, on n'entraîne pas des modèles avec des données confidentielles. C'est vraiment séparé chez nous. C'est pour ça que je vous en parlerai juste après quand on verra un petit peu ce qui se passe chez Genie. Vraiment, c'est séparé de côté. Les données sont sur des bases de données, donc des données externes, donc c'est la documentation généralement de nos clients. Et les modèles nous servent finalement que pour rédiger la réponse. Donc, on se sert vraiment de deux modèles différents. On n'a pas, si vous voulez, on prend pas les informations, on les met pas dans les modèles. On va vraiment construire un prompt avec une recherche de contexte avant. C'est un peu compliqué, mais on n'intègre pas directement les données dans les modèles. C'est deux choses différentes. Mais à la fin, en effet, on génère une réponse sur la base de faits, sur du contexte finalement qui sont venus de données externes. Françoise, quel profil peut être prompt engineering? Alors, où trouvez-vous les profils que vous formez? Alors, c'est un peu un grand sujet, une grande question en ce moment. On voit aussi des grosses entreprises qui mettent des offres d'emploi où ils cherchent des prompt engineers. Gardez en tête que c'est une discipline qui est très jeune. Je pense que les consignes et les bonnes pratiques qu'on vous donne aujourd'hui sont amplement suffisantes pour déjà utiliser des outils dans le sens des outils qui sont comme ChatGPT ou Genie, qui sont des outils no-code, qui vous permettent d'avoir des résultats très rapidement. Si vous voulez vraiment rentrer on va dire, dans le dur, dans le nerf de la guerre, du coup, là, ce sera plutôt des rôles style AI engineer ou data scientist, carrément. Et là, du coup, c'est des rôles très, très techniques. Donc, pour moi, en tout cas, le prompt engineering, c'est plutôt une discipline, une compétence que, d'ailleurs, tout le monde peut acquérir. Franchement, pour le coup, il n'y a pas de limite par rapport à ça. Et vraiment, je pense que demain, c'est pas impossible que dans le CV, on ait, vous savez, un petit peu comme je gère la suite Office, bah, on est un peu la même chose. Je sais prompter ChatGPT ou je sais écrire un prompt pour avoir le meilleur d'outils comme Genie. Je pense vraiment que c'est plutôt une compétence que plutôt un profil à part entière. C'est ma vision des choses. C'est un domaine ici qui est naissante. Hein, on est au tout début. Et les bonnes pratiques que je vous donne là, on en reparle peut-être dans 6 mois ou 8 mois. J'aurai soit d'autres choses, soit je me contredirai. Ça, c'est aussi malheureusement aussi le jeu. Mais en effet, c'est vraiment l'idée. Et on vous donnera bien sûr le replay du webinaire et peut-être d'ailleurs même le deck, on mettra ça dessus. Julien, est-ce qu'on a testé Lama? Et après, je vais reprendre rapidement le suite du deck. On a bien sûr testé Lama dans ces trois versions. La version 70 milliards est très intéressante et se rapproche un tout petit peu de ce qu'on a avec les modèles type GPT. Donc, Lama, c'est les modèles open source développés par Meta, anciennement ex-Facebook, et qui vient un petit peu face finalement au modèle beaucoup plus fermé, hein, on appelle ça closed AI, donc beaucoup plus fermé, on n'a pas accès au code, hein, on ne fait que utiliser leur modèle de OpenAI et de, pour nous, Microsoft Azure, afin de garantir l'aspect RGPD. Et donc, du coup, oui, on a testé Lama. Intéressant. Maintenant, on n'est vraiment pas au niveau encore de ce qu'on a. On a deux, trois petits problèmes, notamment dans la détection et dans le multilingue, qu'on a un petit peu des soucis. Et surtout, il faut du coup maintenir ces modèles-là qui avancent beaucoup et qui demandent énormément de travail côté engineering. Donc, oui, on regarde, ça avance vite. Donc, on est au fait de ce genre de choses. Mais pour l'instant, si vous voulez, le bon compromis pour nous, ça reste quand même les modèles OpenAI hébergés sur Azure. En termes, encore une fois, côté vraiment de contraintes engineering, le fait finalement de ne pas avoir à maintenir nous-mêmes ces modèles-là. Et à côté de ça aussi, la rapidité, la maintenance et le fait d'avoir toujours le modèle up-to-date à jour côté OpenAI.
Donc ouais, on teste. Et encore une fois, Genie se veut très agnostique, donc gardez ça en tête. On aura forcément le meilleur modèle du marché derrière Genie. Le jour où Lama sera le meilleur modèle, il y aura du Lama derrière Genie. Et d'ailleurs, c'est pas impossible que plus tard, on vous permette aussi de personnaliser le modèle et que finalement vous puissiez finalement utiliser un modèle ou l'autre. Et je finirai là-dessus, Julien, parce qu'on peut parler de modèle toute la journée. Bloom, c'est énorme parce qu'il y a énormément de paramètres. C'est un peu trop lourd, c'est un peu lent. Et donc, pour un usage chat, c'était pas convaincant. J'ai pas des informations sur tous les modèles, mais sur ces modèles-là, c'est hyper intéressant. Mais encore une fois, le monde des modèles, c'est un grand monde. Mais nous, on essaie vraiment de se concentrer sur les leviers finalement qui vont apporter rapidement de la valeur parce qu'on se rend compte que passer d'un modèle à l'autre, souvent, c'est souvent voilà, des petites améliorations. Le prompt, ça peut vraiment être le jour et la nuit. Et si vous utilisez Genie, vous savez que si on est sur le prompt de base et si vous craftez, vous écrivez votre propre prompt, vous allez voir que vraiment, on va avoir des résultats qui vont vraiment être différents, entre autres. Je vous ai mis quelques petites inspirations là, parce que l'idée, encore une fois, c'est de voir un petit peu ce qu'on peut faire. Encore une fois, c'est un peu le syndrome de la page blanche. On se dit, OK, je vais écrire un prompt, je veux du coup faire mon génie, ou encore une fois, faire une consigne. Et donc, du coup, des idées là sur les tâches qu'on pourrait demander, le fait d'écrire d'écrire peut-être du coup un résumé, d'écrire un outline pour écrire après ensuite un blog post, je ne sais quoi. Euh, qui est-ce qu'on target. Donc, avoir, vous voyez, des petites pistes, comme un espèce de template, des petites pistes pour se dire si, est-ce que j'ai bien pensé à tout. Vous voyez, même sur la fin, tone of voice and style, bah, encore une fois, est-ce que j'ai été assez clair sur, du coup, le tone of voice est-ce que j'ai été assez clair sur la tâche que je demandais, le subject area, donc est-ce qu'il est expert dans telle ou telle chose. Donc, vous voyez, ça peut être aussi des inspirations qui peuvent vous aider aussi sur le fait de vous lancer sur votre prompt. Et je sais, je vous l'ai mis là, je sais, et vous verrez aussi, et je pense que ça peut être hyper intéressant. Et ça rejoint d'ailleurs le point sur cette discipline qui est le continuing, c'est qu'il y a énormément de choses sur Internet, sur LinkedIn, des personnes qui vont créer des guides, et ça peut être aussi une bonne façon. Encore une fois, les grosses bonnes pratiques sont, vous allez voir toutes dans ce deck-là et dans cette présentation-là. Et d'ailleurs, elles s'appuient aussi beaucoup sur les bonnes pratiques de OpenAI. Ils ont eux-mêmes leurs bonnes pratiques, donc on s'assure que vraiment on a quelque chose de qualité à vous donner comme insight. Mais sachez que ça peut toujours faire du bien que de voir aussi comment d'autres personnes font leur compte, donc aussi se partager cette information-là, mais aussi de voir un petit peu, bah voilà, les gens, quels sont un peu leurs frameworks du coup, qu'est-ce qu'il faudrait ajouter. Vous voyez, on parle encore du tone of voice, on parle aussi du rôle, des keywords, du scope. Vous voyez, c'est que des choses qui vous permettront encore une fois de ne rien oublier, d'avoir la chose la plus complète possible. Et comme je vous l'ai dit, c'est forcément itératif, donc pas de problème. Je rentre rapidement dans les premières astuces qui sont encore une fois très concrètes et qui vont plutôt s'adresser aux personnes qui ont déjà un prompt et qui veulent l'améliorer. La première astuce, c'est quoi? C'est le fait de se dire que vu que le modèle, et encore une fois, c'est pour ça que c'est hyper important, c'est pour ça que ça fait 42 minutes qu'on parle de modèle, parce que c'est important encore une fois que vous compreniez finalement d'où on vient et comment marchent les modèles pour comprendre finalement comment bien leur donner des instructions. Bah, vu que je vous ai dit tout à l'heure que les LM étaient aussi entraînés sur du code, et notamment du code qui est commenté. Donc, c'est du code qui, à l'intérieur du code, a du coup des bouts de texte. Et ces bouts de texte, généralement, c'est ce qu'on appelle du coup des commentaires, ou des fois c'est en langage qu'on appelle Markdown. Bref, il y a une certaine façon, si vous voulez, d'interagir avec du texte dans du code. Et souvent, c'est avec des séparateurs. Et donc, du coup, c'est hyper important. Si vous voulez séparer notamment un exemple de votre consigne, d'utiliser ces séparateurs-là, parce que lui-même, finalement, il a vu ces exemples-là et il sait, du coup, bah, délimiter où commence et où termine l'exemple. Et souvent, c'est soit avec des dièses, soit avec les doubles quotes qui peuvent, du coup, séparer ce contexte-là. Deuxième point, ça va plutôt être, et encore une fois, c'est un rappel sur le fait d'être spécifique, descriptif, détaillé sur le contexte. Et là, du coup, encore une fois, vous voyez un peu l'avant-après. Si c'est un peu comme avec le chien de tout à l'heure, le corgi. Un poème, c'est pas bien. Par contre, aller vraiment loin dans l'explication, ça va être beaucoup mieux. On aura des résultats qui seront forcément meilleurs. Quatrième point, ça va être hyper important de voir du coup ce concept qui est le concept du zero shot et du few shot. Qu'est-ce que c'est? Quand on fait un prompt, on peut faire en sorte de lui donner une consigne. Donc, c'est ce que vous voyez là, c'est le zero shot. On dit, voilà, extrais-moi des mots-clés de ce texte-là. Texte, deux points, je mets mon texte.
et je mets keyword de points et j'attends finalement qu'il vienne compléter. Hein. On l'a vu tout à l'heure, le modèle, lui, il vient compléter, il vient poursuivre. Et donc, du coup, là, il viendra compléter le nombre, les keywords. Ça, c'est ce qu'on appelle du zero shot. C'est une façon finalement de donner une instruction sans donner d'exemple. Le few shot, c'est quoi? C'est le fait de faire la même chose. Donc, vous voyez, le texte est le même, sauf qu'à l'intérieur de mon prompt, je vais donner exactement l'exemple input-output de ce que j'attends. Et en fait, c'est hyper important parce qu'au-delà du fait que d'être finalement plus explicite sur ce qu'on attend de lui, parce qu'on a des exemples concrets, on vient aussi être plus explicite pardon, et plus rapidement sur le format de réponse qu'on veut. Imaginez là les keywords, si on les voulait avec des bullet points, avec une liste, bah, si dans notre prompt dit few shot, donc avec des exemples, on mettait du coup ces bullet points, une fois qu'on va lui demander le texte 3 avec le texte et les keywords 3, et ben lui, du coup, il va être tenté, entre guillemets, de mettre du coup des bullet points parce qu'on lui a expliqué ce qu'on attendait de lui avec des exemples. Donc zéro shot, pas d'exemple, few shot, quelques exemples. Il y a aussi le one shot, c'est un exemple. On a inversé les slides. Et la slide 3 était ici. On a aussi du coup le fait d'expliquer le format de sortie. Donc ça revient aussi avec du coup le few shot, mais vous pouvez aussi le faire entre guillemets sous le format de code, si vous voulez. C'est hyper important aussi pour lui de savoir, par exemple, vous voyez ici, company name, donc on va, encore une fois, on veut extraire des mots d'un texte, on demande au LLM de faire ça. Et peut-être que du coup, vous avez, parce que vous voulez après l'utiliser, je sais pas moi, dans votre CRM ou dans un tableur ou peu importe, peut-être que justement, il faut que la liste des entreprises soit du coup séparée par une virgule, pour notamment utiliser dans un CSV ou ce genre de choses. Et bien du coup, vous pouvez très clairement lui dire, vous pouvez utiliser des exemples, ou sinon vous pouvez très clairement lui dire, dans le format, vous voyez, comma separated list of company names. Et donc je pense que c'est hyper important, encore une fois, de montrer ça. Pareil, on pourrait montrer qu'on veut des noms et des prénoms avec des majuscules, ce genre de choses. Donc, si vous attendez quelque chose de précis sur la sortie, soit vous utilisez des exemples écrits, soit vous utilisez des exemples plutôt comme ici, qui sont illustrés et qui sont très codifiés finalement. Là aussi, c'est hyper important. Si on veut du coup avoir quelque chose de précis, bah, du coup, encore une fois, essayez de vous poser toujours la question que quand on demande quelque chose, est-ce que je peux en ajouter un peu plus pour finalement en savoir plus? Si vous voulez, il y a vraiment cette idée de si vous vous rendez compte que vous commencez avec le prompt de gauche et que vous voyez que finalement c'est très long, et c'est pour ça que je vous disais que c'était très itératif, et ben posez-vous la question de est-ce que je lui ai demandé finalement que ce soit aussi court? Et ne pas lui dire je veux une courte description. Dites-lui je veux une description de 3 à 5 phrases, comme dans cet exemple-là. Et si vous voulez, c'est pour ça que c'est hyper important, et d'ailleurs c'est pour ça, et on va le voir après, que nous, Génie, on a positionné le prompt à côté du chat, parce qu'on pense qu'en fait c'est très itératif, et qu'on doit passer du prompt, on sauvegarde, on pose la question, on voit ce que ça donne, ah tiens, peut-être qu'il manque cette information-là, je modifie mon prompt, je sauvegarde, je passe sur le chat, et vous voyez, ce processus très itératif, très rapide, sans avoir à passer d'une fenêtre à l'autre, pour nous c'est vraiment hyper clé, parce qu'encore une fois, bah, peut-être que du premier coup, vous n'allez pas vous dire ah oui, bah oui, en effet, j'ai juste pas dit qu'il fallait le faire entre 3 et 5 phrases. Ça, c'est une bonne pratique qui est un petit peu contre-intuitive. Je vous ai dit tout à l'heure que c'était hyper important de donner des contraintes à votre modèle dans le prompt. Et donc, du coup, de dire, voilà, de peut-être de limiter avec des exigences. C'est hyper important aussi de tester dans certains cas. Nous, on ne l'utilise pas tout le temps, mais c'est hyper important aussi de faire l'inverse. Et de, au lieu de lui dire ne fais pas ça, plutôt être très explicite sur ce qu'il doit faire. Alors, c'est vraiment compliqué parce que ça demande de réécrire tout le prompt. Mais dans certains cas, et nous, du coup, on sera aussi à même de vous aider là-dessus, ça peut être très intéressant aussi d'aller dans quelque chose de beaucoup plus positif et finalement vraiment lui donner, lui dire ce qu'il doit faire de façon très, très, très précise. Des fois, c'est mieux que d'être très large, mais très restrictif dans les exigences. Donc, encore une fois, c'est à tester. Ça ne contredit pas les 48 minutes qu'on vient de passer ensemble, mais c'est juste que dans certains cas, ça peut être intéressant et on pourra vous aider par rapport à ça. Ça vous montre d'ailleurs aussi que ça peut être très compliqué et ça peut être assez complexe. Et encore une fois, c'est pour ça que je vous dis que c'est une discipline à part entière. Une discipline que du coup, nous-mêmes, on utilise en interne chez Génie. Si vous voulez, vous, finalement, quand on vous demande avec Génie de modifier votre prompt à vous, finalement, ça vient modifier qu'une partie de ce sandwich là, de prompt qu'on utilise. Et encore une fois, comme je vous disais, ça c'est une partie de l'iceberg. On a bien sûr d'autres choses autour de ça, mais gardez en tête que finalement, ce que nous, on va envoyer au LLM,
ce qui en résulte de tout ce qu'on a fait en amont dans notre chaîne, on va dire. On appelle ça vraiment une chaîne pour le coup, dans notre chaîne technique. C'est le fait d'avoir bien sûr votre custom prompt. Donc, c'est les consignes que vous-même vous avez écrites dans votre outil Genie. Donc, on appelle ça le custom prompt. Et dans ce custom prompt, on vient y ajouter du coup le knowledge client. Donc, c'est les extraits de documentation qui répondent à la question que l'utilisateur a posée. On va bien sûr mettre aussi la mémoire. Donc, c'est les derniers échanges que vous avez eus avec vos utilisateurs pour faire en sorte de, si jamais on veut faire des rebonds dans la conversation, on peut le faire parce qu'on est conscient de ce qui s'est dit avant. Et le dernier point, bien sûr, on vient mettre la question de l'utilisateur pour que le modèle puisse y répondre. Et tout ça va être encadré de d'autres paramètres, pardon. Un prompt un peu généraliste qui est notre prompt dit caché, hein, c'est la secret sauce de Genie, qui fait que les réponses de Genie ont un certain fond et une certaine forme, et aussi la notion de la température, qui est d'ailleurs depuis peu aussi modifiable de votre côté. La température, c'est quoi? Ça va aussi avec le prompt, c'est le fait de faire en sorte de lui donner plus ou moins de créativité. Alors, ça va être la créativité dans les mots qui vont être utilisés, mais aussi la créativité, si vous voulez, si je pose la même question 2 fois, plus le modèle va être créatif, donc température forte, plus la réponse va être différente si je pose 2 fois la même question. Vous voyez? Il y a un côté un peu plus random, un peu plus perroquet hasardeux. On le rend plus perroquet hasardeux, plus on va monter la température et on va finalement le rendre un peu plus déterministique si on a une température basse. Et nous, avec Genie, du coup, on a trois settings pour pouvoir régler ça. Et donc, comme je vous le disais, le prompt et la créativité, donc la température, sont modifiables depuis Genie, donc sur l'onglet chat. Et l'idée, c'est vraiment ça, en fait. C'est vraiment de se dire qu'on a d'un côté sa configuration, on vient avoir son prompt qu'on peut venir changer vraiment de façon super libre. On sauvegarde, on pose la question, on voit ce que ça donne. Et ça, du coup, ça nous permet d'avoir de super bons résultats parce que très rapidement, on peut voir, du coup, si on va dans le bon sens, est-ce que les résultats sont meilleurs? Et ça vous donne vraiment aussi beaucoup d'autonomie. Et alors, ça demande d'avoir du coup écouté cette vidéo-là, d'avoir pris quelques notes et de voir un petit peu ce qu'on peut faire. Mais déjà, avec tous ces outils-là, vous pouvez avoir de super bons résultats. Et vu qu'on a fait tout ce travail en amont, que encore une fois, comme je vous disais, de cadrer du coup le LLM et faire en sorte qu'il n'hallucine pas et qu'il s'en tienne aux faits et qu'il s'en tienne à vos consignes à vous, à votre tone of voice, à vos contraintes, que finalement, on a une expérience qui est super productive. Et pour nous, encore une fois, l'hallucination est un bug, elle n'est pas une feature. Et c'est comme ça on vient finalement se démarquer, se différencier d'autres produits qui sont alimentés par des LLM. Je vous laisse rapidement d'autres ressources pour aller plus loin. Comme je vous ai dit, les choses avancent vite. Nous-mêmes, on se met à la page. On a quelques guides qu'on a en interne que je vous partage là. Vous aurez tous les liens dans le replay. Il y a une ressource qui s'appelle Awesome ChatGPT Prompts qui est super intéressante parce que ça vous montre très rapidement dans plusieurs rôles finalement comment on peut avoir un bot style qui peut être qui peut avoir en tout cas le rôle d'un thérapeute ou un bot qui peut être un vendeur, etc., un prof de français, ce que vous voulez, et voir finalement le résultat que ça peut donner. Et il y a aussi un cours qui a été fait il n'y a pas longtemps qui s'appelle ChatGPT Prompt Engineering for Developers. Alors, c'est pour les développeurs, mais ça peut être hyper intéressant aussi à suivre pour les personnes qui le sont un peu moins. Tant ça reste assez simple, et si vous vous en tenez aux vidéos et non pas au code, vous allez forcément apprendre des choses, même si encore une fois, je pense qu'on a passé plus de 50 minutes ensemble, on a parlé de beaucoup de choses, et je pense qu'on a couvert énormément de sujets qui sont notamment dans ces différents guides, tout ça. Mais en tout cas, si vous voulez aller plus loin, n'hésitez vraiment, vraiment pas. Il manque l'astuce 3 avec Carolina, on l'a eu après. C'est nous, on allait trop vite. Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que vous avez des questions? Euh, je vois il est 53. Je ne vais pas vous prendre trop de temps, surtout sur votre pause. J'essaie d'être. C'était un long sprint pour moi. Et c'était assez technique. J'espère en tout cas que c'était clair pour vous. Euh, Encore une fois, c'est le point de départ. Le produit Génie vous aide justement à maîtriser l'art du prompting par des fonctionnalités à l'intérieur du produit. Mais je pense que pour votre culture générale, de façon très globale, parce que je pense qu'à terme, vous allez utiliser aussi d'autres produits d'IA sur plein d'autres sujets. Et d'ailleurs, personnellement, comme finalement aussi dans votre vie pro et perso, ça peut être hyper important de savoir ça. Et, euh, et s'il y a besoin de faire une partie 2, parce qu'encore une fois, on a appris d'autres choses, ou l'état de l'art a changé, ou nous donne voilà, d'autres indications, on le fera avec plaisir. Et on pense aussi, si le format vous a plu, comme ça, 1 heure sur un sujet, essayez d'y voir un peu clair sur le thème un peu technique. D'ailleurs, c'est marrant, j'ai un peu pré-shot le fine-tuning, qui est un sujet très à la mode en ce moment. Justement,
le fine-tuner son propre modèle GPT, qu'est-ce que ça demande, quels sont les résultats, y voir un peu clair du coup là-dedans, on parle d'LLM, de fine-tuning, de retrieval, pareil, préparer sa data pour justement pour Genie, pour le retrieval, pour avoir de meilleures performances. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment Genie traite la donnée, comment on l'enrichit, comment on l'augmente, comment vous-même vous pouvez vous mettre dans les meilleures conditions pour avoir le meilleur résultat possible dans Genie. Donc, vous voyez, il y a plein de sujets comme ça. Ça pourra faire, voilà, ça pourrait être l'occasion de se reparler lors d'une Génie Academy. Donc, si jamais vous avez des thèmes en tête, partagez-nous, il n'y a aucun problème. Et nous-mêmes, on vous proposera certains sujets, parce que en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Si vous, en tout cas, vous ressortez avec des choses que vous avez appris, en tout cas, je serais très content et job's done pour moi. Donc clairement, merci pour votre temps. Merci Cyril, je vois vos messages. Merci Dominique, merci Daniel, c'est génial. Vous avez les liens dans le chat, trop cool. Merci Marie. Et bon appétit carrément à vous tous. Merci Julien pour les questions. Et puis, je vous dis à très vite. Si vous n'avez pas de questions, c'est bon pour moi. Et à très vite pour de prochaines aventures et de prochaines sessions Génie Academy. Passez une bonne fin de journée, bon appétit pour ceux qui n'ont pas encore mangé. Merci Sarah et à très vite. Ciao.